Andréane Martin est une diététiste nutritionniste de référence au Québec. Par ses conférences, ses livres ou ses nombreuses parutions sur le web, elle informe les gens avec ses connaissances approfondies de la microbiote intestinale. Elle est particulièrement douée pour vulgariser l'information et traiter des sujets complexes comme la digestion ou les nutriments et les livrer de façon simple et amusante. Bienvenue tout le monde à l'Informel, ma deuxième émission de 2022. Je suis super content de me retrouver au micro encore une fois. Sylvain, mon collègue, est à la réalisation aujourd'hui. Je vais en profiter d'ailleurs pour le remercier parce qu'il goal beaucoup pour rendre les émissions à temps ces temps-ci. Fait que c'est vraiment, c'est des grosses semaines, mais j'apprécie beaucoup ton travail, Sylvain. Je tiens à le souligner là, pendant qu'on est en ondes. Et je suis content d'avoir mon invité aujourd'hui, Andréane Martin, qui est avec nous. On va parler nutrition. Bonjour Andréane. Bonjour, ça va bien? Mais ça va très bien. Merci d'être avec nous autres. J'ai vu que tu es beaucoup occupé. Fait que c'est doublement apprécié. Tu sais que tu es bien occupé quand tu es rendu que tu nommes une recette. C'était comment tu as dit ça, ton pain aux bananes, quand tu n'as pas 2 minutes à toi? Oui, exactement. Quand le nom des recettes devient ta réalité, effectivement, ça en fait partie. Tu es bien occupé dans ce temps-là. Puis, je voulais te raconter comment est-ce que... Parce que je suis content de te recevoir en toi, parce que je sais que tu es occupé parce que tu es une référence au Québec. On te voit dans les émissions de télé, tu écris des livres, tu as ton site web qui est... Moi, est-ce que tu es très occupé? Mais le drôle, la chose, c'est que, puis prends-le pas mal, là, mais je te connaissais pas par rapport à la télé et tout ça. Je suis tombé sur ton nom parce que j'étais en physiothérapie depuis un certain temps, j'ai une blessure à l'épaule. J'étais en salle d'attente, puis là, je tenais sur mon téléphone. Je dis, bon, ça existe encore une salle d'attente des magazines pour passer le temps, tu sais. Fait que je regarde un petit peu, puis il y a une pile de papier, puis il y a une présentation PowerPoint imprimée. Puis, c'est signé Andréane Martin, ou du moins, sinon, tu étais référé. Là. Ça fait un bout de temps là, que j'ai tombé sur ton nom. Puis, ça parlait ça m'a attiré parce que ça parlait de leaky gut. Puis là, je ne sais pas c'est quoi le terme français, tu pourrais me corriger. Hein. Mais c'est comme un phénomène que j'ai jamais vu de nutritionniste au Québec vraiment en parler. On dirait que c'est comme méconnu, on ne sait pas si comme c'est vrai. J'ai même déjà vu des gens en parler qui se sont fait moquer un peu sur le web par rapport à ça, parce que ça n'a pas l'air d'être connu, ou c'est pas vrai, ou c'est-tu vrai? Peux-tu nous éclairer là-dessus? Oui, bien, le fameux leaky gut, en fait, le gut, ça réfère à notre intestin, puis aux milliards de petits individus qui habitent dans l'intestin. Donc, je dis individus, mais finalement, ce sont des microbes, des micro-organismes, bactéries, champignons, levures, nommez-les. Mais on réalise depuis une dizaine d'années à peu près là, que ce microbiote intestinal-là a un pouvoir immense, en fait, sur la santé globale, autant la santé physique que la santé mentale. Tu nommais leaky gut, en fait, la terminologie francophone pour ça, c'est perméabilité intestinale. C'est un peu moins sexy. C'est du mieux en anglais, hein? Oui, exactement. Puis on dirait que l'image est plus facile à connecter finalement avec le terme. Mais oui, en fait, au Québec, on parle très peu de microbiote intestinal. J'ai sorti un livre il y a 2 ans notamment sur le sujet, puis j'ai vu la réaction des gens. Moi, je baigne là-dedans depuis des années et je me suis dit, quel drôle de... En fait, je pense que j'étais vraiment dans mon monde. Je crois que les Québécois n'étaient pas encore prêts à parler en détail du microbiote intestinal, alors qu'en Europe et aux États-Unis, on a une longueur d'avance incroyable. Eux, il y a 10 ans, ils en parlaient déjà. Puis, je pense que les gens commencent tranquillement à entendre parler de ça et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, OK, bien, je vais plutôt essayer d'avoir un langage un peu plus coloré, un peu plus vulgarisé finalement par rapport à ça. Donc, de parler davantage de caca, de qu'est-ce qui se retrouve là-dedans, tu sais, de mots qui nous font rire, mais d'y aller avec élégance finalement pour tranquillement amorcer cette discussion-là et ce sujet-là. Puis, en même temps, c'est drôle parce que quand je parle de microbiote, des fois, j'ai la réaction micro quoi exactement? Mais j'ai aussi l'inverse. J'ai des gens qui me disent « Ah oui, oui, le deuxième cerveau, paraît qu'il y aura un lien entre nos intestins et ce qui se passe dans notre tête, la dépression, l'anxiété pourrait prendre racine dans notre intestin. » Et je me dis « OK, il y a quand même beaucoup de gens là, qui lisent sur le sujet et qui sont informés de ça. » Puis là, toi quand tu es arrivé avec ça, est-ce que, ou quand tu as étudié ça, j'aurais dit plutôt, est-ce que tu es en mesure de nous expliquer c'est quoi exactement le phénomène? Parce que je me dis, bon, c'est parce que ça a l'air, excusez le terme, mais ça a l'air dégueulasse un peu quand on en parle. C'est comme il y aurait des trous dans notre intestin, puis là, la nourriture, les excréments, ça s'en irait dans notre système. C'est-tu vraiment ça? C'est quoi qui se passe? Puis c'est quoi qui crée ça? Non? OK. Ça me rassure un peu. Non, en fait, on parle du leaky gut, là, justement, de la perméabilité intestinale, c'est bon. Dans le fond, normalement,
Le système digestif est un système 100% autonome. Là. C'est extraordinaire tout ce qui se passe de l'entrée de la nourriture, en fait, de la vue de la nourriture jusqu'à sa sortie, on va le dire comme ça. OK. Donc, tout au long de la digestion, il y a plein de phénomènes qui se produisent sans même qu'on le sache. Puis, tout ça se fait grâce, en partie, aux micro-organismes qui se retrouvent en dedans de nous. Puis, quand on arrive dans l'intestin, dans le gros intestin, entre autres, tout ce qui est fibres alimentaires, tout ce qui n'a pas nécessairement été absorbé, mais là, les bactéries qui se retrouvent dans le gros intestin vont s'en donner à cœur joie. Vont aller retirer de ça là, tous les petits infimes éléments nutritifs qui peuvent rester là. Ils vont fermenter les fibres, notamment, pour créer toutes sortes de molécules. On pourra s'en reparler tout à l'heure. Mais parfois, il arrive chez certaines personnes à cause de certaines problématiques de santé, à cause des polluants, à cause d'une mauvaise alimentation, à cause du stress. Il y a plein d'éléments déclencheurs. Il arrive la fameuse perméabilité intestinale. OK. Là, ce que c'est, normalement, les cellules de l'intestin sont collées les unes aux autres. Puis, elles vont s'ouvrir pour laisser passer les nutriments, les bons éléments nutritifs, finalement, qu'on veut absorber et qu'on veut par la suite utiliser pour bien fonctionner au quotidien. Et elles vont se refermer. Puis, normalement, la barrière, elle est étanche. Elle est étanche aux mauvaises bactéries, aux fragments de nourriture qui n'auraient pas été bien digérés, par exemple. La structure qui permet d'ouvrir et fermer les cellules comme ça, ce sont les jonctions serrées. OK. Puis pour qu'elles fassent bien leur travail, ces jonctions-là, bien, elles ont besoin de plein de bonnes choses, notamment de vitamine D, de protéines. Puis elles ont surtout besoin d'un environnement calme, douillet, où tout se passe bien. Or, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'environnements intestinaux qui sont inflammés. Donc, on voit de l'inflammation qui est présente à cause de tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc différents éléments. Puis cette inflammation-là, ce que ça fait graduellement, c'est que vos jonctions serrées font moins bien leur travail. Donc, les cellules intestinales restent ouvertes en tout temps. Alors oui, les bons nutriments sont absorbés, mais les fameux fragments de nourriture plus ou moins bien digérés vont passer eux aussi. OK. Les bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries vont pouvoir entrer elles aussi. Puis là, en entrant comme ça dans le système, bien, votre système immunitaire, il va dire « Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est la première fois que je vois ça. » Donc, va avoir tendance à se défendre contre ces intrus-là. Un système immunitaire qui est suractivé comme ça tous les jours, bien, ça va créer à long terme, ça va créer le système immunitaire quand il est, Une surcharge, il est peut-être? toujours stimulé comme ça. Bien, quand il est toujours stimulé comme ça, il va faire appel à des molécules inflammatoires. OK. Donc, en étant toujours stimulé, bien, finalement, ça va créer un autre environnement inflammatoire. OK. Puis là, on entre dans une espèce de boucle, un cercle vicieux. Donc, on appelle ça une inflammation chronique, où il y a des gens qui vont lire dans la littérature là, de l'inflammation de bas grade. OK. C'est cette même inflammation-là, c'est ça qui est capoté dans toute l'histoire, là. C'est que c'est cette même inflammation-là qu'on retrouve dans des contextes de maladies chroniques, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension, allergie, asthme et même dépression, anxiété, maladie d'Alzheimer, autisme. Donc, on fait des liens de plus en plus, autant avec la santé physique que la santé mentale. Tu vois, j'avais pas compris, moi, le lien avec le système immunitaire. Ça fait du sens parce que le système immunitaire, bon, on a entendu parler dans les dernières années. On sait qu'il crée de l'inflammation lorsqu'il doit réagir. Fait que tu vois, j'avais pas fait ce lien-là. Donc, ce qui veut dire que, bon, c'est pour que ça devienne comme ça dans notre estomac, j'imagine, c'est quelque chose qui s'est passé graduellement pendant plusieurs années. Oui et non. Des fois, ce qui peut se passer, par exemple, c'est qu'on peut aller simplement dans un voyage dans le sud. On a contracté une bactérie quelconque, on a fait une grosse intoxication alimentaire, on a pris des antibiotiques, c'est venu comme débalancer notre microbiote, notre flore intestinale. Puis dès lors, bien, à cause de l'antibiotique, on a tué beaucoup de bonnes familles. On a tué les mauvaises bactéries, certes, mais on a tué aussi beaucoup de bonnes bactéries. Puis là, si moindrement on n'a pas recolonisé, admettons, avec des bonnes bactéries ou qu'on n'a pas donné le nécessaire à nos bonnes bactéries en place pour qu'elles se reproduisent, bien, ça se peut que les petits sièges vides là, se remplissent avec des moins bonnes bactéries. Donc là, on vient modifier notre microbiote intestinal et juste ça, ça peut être suffisant pour créer cette inflammation-là. Et là, je veux faire une parenthèse parce que l'inflammation, c'est normal et c'est même bon.
OK. Quand on se blesse, il faut qu'il y ait de l'inflammation pour que ça guérisse et ainsi de suite. Là. Ce qu'on ne veut pas, c'est la fameuse inflammation chronique, l'inflammation de bas grade. Lorsqu'il y a une augmentation des marqueurs inflammatoires qui circulent dans votre sang, c'est ça qu'on ne veut pas. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en avoir à ce moment-là? J'imagine, parce que là, la liste est longue, tu vas me dire. Mais ce qui m'a accroché tout de suite tantôt, c'est quand tu as parlé que ça peut créer de l'anxiété, mais l'anxiété peut faire de l'inflammation. Donc, tu peux te retrouver dans un cercle vicieux. J'imagine, parce que ton estomac crée de l'anxiété, puis là, ton anxiété nuit encore à ton estomac. Tu comprends-tu? Oui. Dans le fond, c'est une boucle. En fait, l'intestin puis le cerveau vont communiquer via plusieurs voies. Mais une qu'on connaît bien, c'est le nerf vague. C'est un long nerf qui part des intestins jusqu'au cerveau. Alors, ce qui se passe dans l'intestin reste dans l'intestin. Par contre, il y a une discussion qui se passe. Puis là, admettons qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin, mais on ne connaît pas encore là, tous les processus. Quand je dis « on », c'est loin d'être moi, là, c'est tous les chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc, on ne connaît pas encore comment ça se produit, mais cette discussion-là fait en sorte qu'à l'étage supérieur, il y a quelque chose qui se passe. Donc, est-ce que c'est la production des neurotransmetteurs qui nous permettent de mieux gérer le stress qui n'est pas nécessairement optimal? Est-ce que c'est... On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des associations. C'est-à-dire, quand le microbiote est perturbé, parfois, on est en présence, effectivement. Non, ce qu'on voit, c'est que chez les gens, par exemple, qui souffrent d'anxiété, on a une perturbation du microbiote intestinal. Lequel est venu avant l'autre, ça, on ne le sait pas encore. C'est la poule puis l'œuf, là. C'est ça. Mais parfois, quand on souffre d'anxiété ou de dépression, des fois, nos choix alimentaires ne sont pas nécessairement toujours ceux qui vont venir nourrir notre flore intestinale convenablement, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de savoir. C'est ça. C'est vraiment une question de la poule ou l'œuf. Quand on le saura, on pourra vraiment mieux cibler. Mieux orienter, mieux cibler nos traitements. Moi, je rêve du jour où on va pouvoir, par exemple, traiter une obésité ou traiter une dépression par le biais d'une sorte de fibre ou par le biais d'un probiotique bien particulier. On est capable de cibler pointilleusement c'est ce type de protéines, ce type de fibre-là dans l'estomac qui peut créer ça. Là. Exactement. Ça va être intéressant, mais en même temps, je pense pas qu'on puisse en arriver à quelque chose d'aussi précis parce que l'être humain est tellement complexe. Il y a des milliards de bactéries dans le tube digestif. L'alimentation est tellement variée. Je pense qu'on va pouvoir cibler des familles d'aliments ou des familles de bactéries, mais pas nécessairement une seule. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des tendances qu'on va observer par rapport à qu'est-ce qu'on mange puis les impacts sur notre psychologie? Ah, mon Dieu, oui. J'ai une conférence complète sur le sujet, d'ailleurs. Nourrir ma santé mentale. On forme, Stéphane Mignot et moi. Stéphane est psychologue, moi nutritionniste. On forme pendant 2 jours des professionnels de la santé mentale sur le sujet. Il y a un lien direct entre ce qu'on met dans notre assiette et qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles. C'est-à-dire, on est ce qu'on mange, c'est très vrai, là. Absolument. Puis, mon Dieu, des exemples, j'en ai des tonnes. Ne serait-ce que ce qui nous permet de vivre au quotidien, c'est un battement cardiaque. Mais là, je mets ça à sa plus simple expression, là, évidemment. Mais la contraction musculaire du cœur, là, ça se fait grâce à un échantillon, grâce à un échange d'ions. Les ions, c'est le calcium, le potassium, le magnésium. On trouve ça où, ces éléments-là? On trouve ça dans notre assiette. Maintenant, quand on veut fabriquer, par exemple, de la mélatonine, c'est notre neurotransmetteur, l'hormone, en fait, qui permet de mieux dormir. Et la mélatonine, quand on regarde sa chaîne de fabrication, l'élément numéro 1, c'est du tryptophane. Le tryptophane, c'est ce qu'on trouve dans les protéines. Mais les protéines, on ne les invente pas, là, elles sont dans notre assiette. Puis pour transformer le tryptophane jusqu'en mélatonine, ça nous prend plein d'outils. Ça nous prend de la vitamine C, de la vitamine B6, du magnésium, du zinc. Encore une fois, le corps n'est pas capable de fabriquer ça par lui-même. Il doit aller le chercher dans l'alimentation. Donc, ce n'est pas pour rien qu'une personne qui est dénutrie, il y a plein de fonctions dans son corps qui ne sont pas optimales. Et à l'inverse, voyez-vous à quel point on a du pouvoir sur notre énergie au quotidien, notre concentration, notre humeur et ainsi de suite? Je peux imaginer, mais justement, je trouve que ça vient... C'est super intéressant ce que tu dis, mais ça vient difficile de savoir c'est quoi les bons choix. C'est difficile. Ou sinon, peut-être de les trouver, je ne sais pas, mais parce que là, il y a tellement un éventail de tendances de toutes sortes de diètes. Là, on a vu le végétalien, le végétarien, le sans gluten, pas de produits laitiers, là, c'est le keto,
Puis dernièrement, là, ce que je vois, c'est le carnivore, Oui. bon, le diète carnivore. Le paléo, c'est vrai, bon, c'est vraiment murmure à l'oreille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là-dedans? Je vous comprends tellement. C'est une Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Non, mais c'est une question qui revient à tous les jours. Puis Ouais. c'est vraiment difficile pour le consommateur de se retrouver parce que il y a des experts qui se contredisent. Il y a Oui. des pseudo-experts qui Ouais. rentrent aussi en ligne de compte. Il y a les influenceurs qui rentrent là-dedans. Puis, ma réponse va être tellement plate, mais c'est la meilleure réponse, c'est qu'il n'y a pas une formule magique pour tout le monde. OK. Il n'y a pas une formule qui s'applique à chaque personne. Hmm. Il y en a qui vont très bien répondre au jeûne intermittent. Il y en a d'autres qui vont devoir manger aux 3 heures. Il y en a qui vont devoir avoir une alimentation un petit peu plus protéinée. D'autres vont essayer l'alimentation végétalienne. Ça ne fonctionnera pas du tout. Il faut individualiser l'approche à la personne qu'on a devant nous. Puis ça, grâce à la science, on va pouvoir le faire dans les prochaines... On peut commencer et on va pouvoir le faire dans les prochaines années. Mais admettons qu'on dit, là Andréane, moi, complique pas l'affaire. Je veux juste comme bien m'alimenter. Bien, il y a un modèle à suivre qui est super simple. C'est le modèle de l'assiette santé. Okay. Avec ça, on a tout ce qu'il faut. Le modèle de l'assiette santé, là, c'est ce que nous dicte finalement nous suggère le nouveau guide alimentaire canadien, celui qui est sorti dernièrement. Oui, qui me semble fait plus de sens que l'autre qu'on avait quand moi j'étais jeune. Définitivement, définitivement. Puis ça, l'assiette santé, c'est une question de proportion. Alors, quand tu regardes ton assiette, la moitié de ton assiette, ça devrait être des végétaux colorés, fruits et légumes colorés. Okay. Le quart de ton assiette, ce sont des grains entiers. Sarrasin, millet, quinoa, patates douces, pommes de terre, du pain de grains entiers, des pâtes de grains entiers, du riz entier. Il y en a de la variété, là. Puis l'autre quart, ce sont les protéines. Puis dans les protéines, bien, on peut aller un petit peu plus loin dans la déclinaison des conseils. Est-ce que ce serait possible de limiter le plus possible? Il y a beaucoup de possibles dans ma phrase, en tout cas. Bref, on se comprend. Limiter en quantité la charcuterie, limiter la viande rouge pour focusser un petit peu plus sur poisson gras, fruits de mer, volaille, mais surtout sur les protéines végétales. On pourra s'en reparler, là, mais elles nous apportent tellement de nutriments au pouce carré. Elles viennent nourrir nos bonnes bactéries intestinales, justement. Ça vaut la peine d'essayer d'en intégrer un peu plus. Puis pas, on va être honnête, là, pas du tofu comme ça, puis une salade de pois chiches, là. Il y a tellement de variétés, tellement de belles occasions d'intégrer les protéines végétales sans que ce soit plate, drabe, puis pâteux, là. Donc, il y a moyen de jazzer un petit peu tout ça. Mais bref, ce modèle-là, c'est celui qu'on devrait avoir tous les jours devant nous. Mais parlons-en des protéines, parce que, bon, on a vu, là, c'est important, parce que c'est ça qui va nous amener au bout du compte d'avoir notre mélatonine pour pouvoir bien se reposer, entre autres. Oui. Puis les sources de protéines, je trouve que c'est souvent justement une matière à débat, là, dépendamment qui t'écoute. Là. Moi, la dernière personne qui m'a suggéré une diète, là, c'était des œufs à planche. Ben là, c'est une question de vouloir prendre du poids aussi, remarque, mais il y avait énormément d'œufs. Puis là, il me voulait que je prenne beaucoup de viande rouge. Moi, j'ai déjà mal, la viande rouge, c'est épouvantable. Fait que ça ne marchait pas bien pour moi. Je l'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Fait que là, tu me parles de protéines végétales. Fait que c'est quoi les bons aliments pour aller chercher des bonnes protéines qui sont vraiment bénéfiques? Si tu me permets, je vais commencer par quelque chose, puis je vais revenir à ta question. Vas-y. Parce que souvent, là, les amateurs de viande vont me dire « Ouais, mais je comprends pas, Andréane, pourquoi tu veux que je réduise la viande? Je vais vous l'expliquer en termes simples. Dans le fond, la viande rouge, ça contient 2 choses. Premièrement, le type de protéines que ça contient, ça va venir nourrir certaines familles de bactéries dans votre tube digestif. Ces bactéries-là, on les appelle des bactéries putréfactives. C'est pas très intéressant comme qualificatif, on va dire, mais ce sont des bactéries qui vont aller fermenter, là, si je peux utiliser ce terme-là, les protéines animales, puis elles vont augmenter littéralement le taux de marqueurs inflammatoires dans votre sang. Okay. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, là, les marqueurs inflammatoires sanguins, on n'en veut pas trop parce que quand il y en a tout le temps, quand c'est chronique, bien, c'est maladie chronique, c'est problématique, même mentale, et ainsi de suite. Donc, on veut limiter ça, premièrement. Puis, la myoglobine, l'espèce de petit pigment rouge qu'on retrouve dans la viande, bien, c'est en association avec certains types de cancers, notamment le cancer colorectal.
Il n'y a personne qui va avoir le cancer du côlon. Là. C'est un Moses de cancer qui est pas le fun. Il n'y a aucun cancer qui est le fun à avoir, là, loin de là. C'est clair. Mais ça, c'en est un, là. C'en est un qui est vraiment ardu. OK. Là, quand tu parles de ça, puis j'ai manqué le terme, est-ce que tu parles du colorant qui va rougir la viande ou tu parles du rouge, ce qui fait la pigmentation rouge naturelle de la viande? Exactement. Deuxième option. Okay. Donc, ce qui fait que la viande est rouge naturellement. Okay. Le pigment, ça s'appelle la myoglobine. Puis ça, dans toute viande rouge, il y en a. Donc, c'est 2 raisons pour lesquelles on vous dit limitez ça. La charcuterie, c'est autre chose. La charcuterie, ce sont ces 2 éléments, ces 2 arguments-là, mais s'ajoute un troisième à ça. Les nitrates qu'on ajoute aux charcuteries, dès que ça entre en contact avec les protéines de votre estomac, ça se transforme en molécules cancérigènes. Okay. Là, tout est dit. Maintenant, prenez vos décisions. Rendu là, on essaie de graduellement végétaliser les protéines. Okay. Dans les protéines végétales, on en a plein. Si on prend la déclinaison du soya, là, on a les graines de soya, les fèves edamame, les petites fèves là, vert lime, là, ça ressemble à des gourganes, mais c'est vert lime, ça se vend dans la section du surgelé. Ça, c'est vraiment bon, facile à cuisiner en passant. Il y a le tofu et il y a le tempeh. Le tempeh, je fais une parenthèse. Je connais pas. Non. Le tempeh, si vous avez envie de rire un bon coup, il faut aller voir la vidéo que Jean-Philippe a fait, Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Là. Okay. C'est un gars végétalien qui est un pince sans rire, qui est extraordinaire. Il a un humour absolument délicieux. Et quand il décrit le tempeh, on rit à en pleurer. C'est extraordinaire. Bref, je reviens à mes moutons. Oui. Donc, tempeh, tofu, fèves edamame. Du côté des protéines végétales, notamment les légumineuses. Donc, toute la déclinaison des légumineuses. Haricots rouges, haricots noirs, pois chiches, lentilles et j'en passe. Puis, on a les noix et graines aussi qui rentrent là-dedans. Je pourrais ajouter le sétan, qui est comme un gluten, un amacide de gluten, là, puis ça en fait une protéine en soi. Puis la protéine, la PVT, là, protéine végétale texturisée, qui est à partir de soya, mais qui est un petit peu plus transformée dans le fond. Okay. Alors, encore une fois, la variété est au rendez-vous. Maintenant, c'est de choisir. Et puis là, j'en entends déjà tout plein là, qui sont en train de se dire « Ouais, mais moi, Andréane, les légumineuses, là, ça passe pas, je tolère. » Je m'en allais te le dire. Ouais. C'est sûr que si on commence jour 1 par une salade de pois chiches, comme je le disais tantôt, là, vous ne m'aimerez pas. Là. Ça va être des gaz, des crampes au ventre. Vos bactéries intestinales ne sont pas habituées de voir ça, cette quantité de fibres-là qui arrive du jour au lendemain. Donc, on commence graduellement. On essaie les lentilles corail en petite quantité. Ensuite, les haricots noirs. Puis ensuite, on en vient aux haricots rouges et aux pois chiches. Okay. Mais il y a des gens qui, dans la vie, ne toléreront jamais les légumineuses parce qu'ils ont une intolérance particulière, qui est l'intolérance au FODMAP, ou bien une allergie aux histamines, par exemple. Donc, encore une fois, tout doit être personnalisé à l'individu qui est devant nous. Mais moi, j'ai déjà entendu... J'ai déjà entendu même un nutritionniste dire carrément que les fèves rouges, tout ce qui était la famille des fèves, là, qu'on n'était pas fait du tout. Puis là, il parlait de l'être humain en général, pas fait du tout pour digérer ça. Bien, c'est ça. C'est une généralité qui ne doit pas être appliquée à monsieur, madame, tout le monde. Ça fait partie, je vous dirais, ça fait quelques années quand même là, qu'on n'a pas entendu ça. Mais il y avait, et puis même, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas. C'était quoi exactement la molécule, là? Bref, on reprochait aux légumineuses d'avoir cette fameuse molécule-là. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde disait, bannissez ça. Mais en même temps, premièrement, on évolue. Deuxièmement, le microbiote évolue avec nous. Puis, troisièmement, à travers tout ça, mais on avait beaucoup plus de bénéfices à consommer les légumineuses qu'il y avait, par exemple, de tort à ne pas être capable de digérer cette fameuse petite molécule-là. Mais là, faire du mal, j'arrive pas à m'en rappeler. Là. Ma mémoire fait défaut, il faut croire. Oui, je pense que de toute façon, pour le commun des mortels, le nom de la molécule problématique, ça ne résonnera pas nécessairement avec la plupart des gens, mais du moins, là, on comprend, même si c'est difficile à digérer, c'est important d'en consommer puis d'en essayer différentes pour voir avec laquelle on digère le mieux, laquelle on se porte le mieux là, en consommant. Oui, exactement. Puis, c'est possible que malgré vos essais, ça demeure toujours difficile à digérer. Donc, à ce moment-là, bien, ce sont des groupes qu'on peut continuer en petite quantité à intégrer, mais il ne faut surtout pas vous sentir mal au quotidien en voulant mieux vous alimenter. Donc, il faut trouver à ce moment-là le juste milieu, puis intégrer les fibres d'une autre façon, tout simplement. On parle beaucoup d'inflammation depuis tantôt, mais moi, il y a eu une époque où on parlait beaucoup que c'était le cholestérol qui était le problème. Là, ça semble plus
pencher vers le sucre qui serait le problème. T'en penses quoi, toi? C'est lequel est vraiment dommageable? Je pense que je t'ai vu poster quelque chose par rapport au cholestérol, comme quoi le cholestérol, c'est correct, on en a besoin. Donc, cholestérol, sucre, qu'est-ce que le cholestérol fait de pas bien, s'il en fait, ou qu'est-ce qu'il fait de bien? C'est une super bonne question. Dans le fond, le cholestérol en soi, 80% de notre corps le synthétise. Donc, on en a besoin pour plusieurs fonctions, notamment la fabrication de certains neurotransmetteurs, la vitamine D. Pour pouvoir fabriquer de la vitamine D, quand le soleil arrive sur la peau, c'est le cholestérol sanguin, finalement, qui nous permet de transformer tout ça en vitamine D. Donc, on en a besoin, mais quand on prend nos prises de sang, souvent, le médecin va nous dire, bon, mais votre taux de mauvais cholestérol est élevé, votre taux de bon cholestérol est quand même intéressant. Donc, bref, ce qu'on ne veut pas, c'est un cholestérol qui est très petit, puis qui s'en va mon Dieu, est-ce que c'est du foie vers les organes? En tout cas, bref, ce qu'on ne veut pas, c'est que le cholestérol qui transporte finalement des molécules, on va les appeler athérogènes, là. Donc, ce sont des molécules qui vont venir se déposer. Je vais reprendre mon explication depuis le départ. Admettons, visualiser une artère. Oui. Dans votre artère, il y a une petite blessure, admettons. Donc, une petite molécule de cholestérol qui transporterait des mauvais gras, par exemple, va être beaucoup plus susceptible de s'accrocher là-dedans qu'une belle grosse molécule de cholestérol, admettons, toute fluide, un peu comme une bulle de savon, qui va juste comme glisser le long des parois. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est les petites molécules qui ont des petits crochets puis qui vont aller comme s'agripper. Donc, le mauvais cholestérol, on veut qu'il soit à un niveau adéquat, puis le bon cholestérol, on en veut beaucoup. Mais maintenant, ça nous prend quand même un minimum de cholestérol. Alors, quand vous voyez des frites à l'épicerie écrit « zéro cholestérol », bien, dites-vous, il n'y a pas de valeur ajoutée nécessairement, parce que premièrement, il n'y a pas de cholestérol dans les patates. Le cholestérol, c'est dans les produits animaux. Donc, c'est un peu du marketing. Mais même s'il y a un peu de cholestérol dans les aliments que vous mangez, c'est pas grave. Le foie va simplement doser en conséquence. OK. Donc, le bon et le mauvais. On pourra reparler du sucre. Ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on se parle, proche de 30 minutes qu'on se parle. Donc, je dois dire aux gens qui nous écoutaient via ma TV d'aller nous suivre sur YouTube, sinon sur Spotify, SoundCloud et aussi sur... j'ai oublié le troisième. Comment tu dis? Apple Podcast, c'est ça qui me manquait. Apple Podcast pour nous suivre en balado-diffusion. Je vais continuer mon entretien avec Andréane. On va parler justement du sucre et aussi, il faut qu'on parle du Squatty Potty. Oui! C'est souvent pas entendu parler de ça, super intéressant. Donc, merci de nous avoir écoutés. Mais commençons avec le sucre, tiens, Andréane. Donc, le sucre, c'est-tu comme le cholestérol? On a-tu du bon, du mauvais? Combien est-ce qu'on en consomme? On dirait qu'on ne sait jamais. Je n'entends tellement assez parler qu'à chaque fois que je viens pour manger moindrement un biscuit, là, je suis comme, non, je devrais pas. J'ai comme ma conscience qui est super, non, on fait pas ça. Comme si c'était la grosse affaire grave. Et je me dis, bon, c'est tout ça en quantité limitée. Ça devrait être jamais, parce qu'il y en a qui m'ont dit ça, comme moi, je mange jamais de sucre, du sucre raffiné. Faut jamais faut jamais consommer ça, tout ça. Puis c'est, wow, OK, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, là? C'est ça, non. La notion de plaisir est quand même super importante, puis les aliments plaisir ont leur place dans l'alimentation. Il faut que ça reste le fun de manger, hein? Ben oui, puis en soi, c'est supposé être agréable de manger, là. Donc ça, il faut que ça demeure. Maintenant, la qualité des sucres, tous les sucres ne sont pas absorbés de la même façon. Mais c'est sûr qu'une pomme et une barre de chocolat, en soi, ça va finir pas mal autour des mêmes molécules. Qui vont être absorbées. Donc, ça va être du glucose, ça va être du fructose, ça va être des petites molécules de sucre qui vont être absorbées dans le corps. Maintenant, la façon de les absorber, puis ce que notamment les bactéries de notre intestin vont faire avec ces sucres-là, ou la quantité qui arrive en même temps dans l'intestin, tout ça va faire une énorme différence. Donc, c'est sûr que la barre de chocolat, elle, c'est comme s'il arrivait 3 pommes en même temps. Tandis que la pomme, il arrive l'équivalent d'une pomme dans l'intestin en termes de sucre. Donc, la quantité est vraiment à valider. Maintenant, je vais surfer un peu sur ma pomme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de manger une pomme et d'avoir faim 5 minutes après. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça m'ouvre l'appétit au bout de manger une pomme. Ben oui, je ne comprenais pas, moi, ce phénomène-là, jusqu'à temps que je le lise. Dans le fond, la pomme a un taux beaucoup plus élevé en fructose. Le fructose, c'est une forme de sucre. Puis, ce sucre-là a la propriété, en fait, d'aller titiller un peu le signal de faim. Donc, il y a une hormone, en fait, qui s'occupe de la faim. Puis, quand on mange plus de fructose, ce taux d'hormone-là augmente. Donc, ça génère un signal de faim. Là, vous m'avez entendu parler de fructose. Ce qui est assez
pathétique là, dans notre alimentation occidentale, c'est que du fructose, il y en a partout. Ouais. Faites la lecture de la liste des ingrédients, puis vous allez le constater. Du glucose-fructose, il y en a partout. Du sirop de maïs riche en fructose, il y en a partout. Beaucoup moins pire qu'aux États-Unis, là, mais ici, il y en a partout. Voyons, l'inverse. Bref, c'est beaucoup moins pire, mais il y en a dans beaucoup de produits ici malgré tout. Et ça, ce sont des quantités énormes de fructose qui arrivent en même temps dans l'intestin. Premièrement, ça peut causer des problématiques intestinales. Puis deuxièmement, bien, ça augmente justement ce signal de faim-là. Puis on a vu, moi je me rappellerai toujours, j'avais vu ça dans une formation, une imagerie cérébrale qui comparait 2 cerveaux. Un cerveau, dans le fond, qui venait de recevoir de la cocaïne, puis un cerveau qui venait de recevoir une dose de fructose. J'ai vu la même chose, oui. C'est exactement la même zone qui est stimulée. Donc, ça agit comme une drogue. Alors, on n'en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Nos réserves de dopamine chutent, notre neurotransmetteur de plaisir. Alors, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va vous en redemander pour aller restimuler finalement cette quantité de dopamine-là dans laquelle il est habitué de naviguer. D'où les fameuses rages de sucre qui s'installent. Plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. Donc, qu'est-ce que je réponds au sucre? Bien, effectivement, les sucres raffinés, réduire la quantité pour plutôt aller chercher les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments. Premièrement, on va en manger moins à la fois. Puis deuxièmement, ce sucre-là va être accompagné par plein de bonnes vitamines et minéraux. Donc, ce ne sera pas tout seul comme ça à l'air libre, puis ça ne créera pas des amoncellements de fructose qui arrivent en même temps. Ce fructose-là qui se retrouve partout aussi, je peux imaginer là, à grande échelle ce que ça cause, ça peut être en partie responsable des problèmes de trop manger, puis d'obésité, puis tout ça, parce que si ça envoie ce signal-là tout le temps, tu as tout le temps, c'est que tu as beau manger, que tu continues tout le temps d'avoir faim finalement, ou du moins ton point où tu es rassasié n'est pas le même qu'il devrait être. Là. Exactement, exactement. Souvent, puis malheureusement, là, on stigmatise parfois les gens qui souffrent de cette obésité-là, mais quand ils rentrent dans ce cercle vicieux-là, dans leur consommation de fructose, par exemple, là, pour celles et ceux que c'est leur consommation de fructose qui explique leur obésité, là, par exemple, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien au-delà de ça. Bien au contraire, bien là, oui, dans le fond, on entre dans ce cercle-là, et puis là, c'est difficile de moins manger alors que tu as toujours faim. Alors, il faut casser ça, puis il faut travailler surtout la qualité des aliments. Suite à tous les problèmes digestifs, les problèmes de poids, là, même pour le fameux leaky gut qu'on parlait tantôt, là, il semble y avoir un gros marché qui se développe là, présentement, je trouve, sur Internet, surtout de produits naturels, de supplémentation qu'on devrait consommer pour nous aider dans notre digestion. Est-ce qu'on a besoin de ça ou on devrait être capable, par nos choix alimentaires, d'avoir tout ce qu'il faut puis d'avoir la bonne qualité de nourriture? Mon Dieu, poser la question, c'est y répondre, je trouve, là, parce que souvent, on a des gens qui vont acheter beaucoup, beaucoup de suppléments, mais qui, au final, font aucun changement dans leurs habitudes alimentaires. C'est un peu comme de mettre un plaster sur un bobo, là. Donc, en quelque sorte, ça vous permettra de manquer de rien, mais en même temps, on a quand même le problème de base qui est notamment au niveau de la qualité du microbiote intestinal. Donc, il ne faut pas oublier que quand je dis la phrase là, « on est fait de ce que l'on mange », il y a un bout qui manque. Hein? On est fait de ce que l'on mange et de ce que l'on absorbe. Alors, c'est sûr que si on prend plein de beaux suppléments, de quelle façon ils vont être absorbés si notre microbiote n'est pas sain du tout à cause de nos habitudes de vie? Donc, ce bout-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est sûr que après ma barre, je vous dirais, bien, tenter de faire des changements, puis des petits changements, parce que c'est un pas à la fois qu'on atteint le sommet de la montagne qu'on est en train de gravir. On ne peut pas sauter tout de suite puis arriver au sommet. Là. Donc, il faut y aller une chose à la fois, mais entre vous et moi, là, la notion d'effort et de prévention, ça se vend mal. Ben, on veut tout de suite cuire, puis c'est ça, c'est ça. Fait que là, la supplémentation, c'est attrayant parce que c'est comme, ben regarde, tu prends ça, là, une petite cuillerée une fois par jour, ça va être top shape. Oui, exact. Mais par contre, ça devient intéressant dans certains contextes. Il y a des fois où ça vaut la peine de prendre des probiotiques. Il y a des fois où ça vaut la peine d'intégrer des suppléments de fibres. Tous et chacun, on devrait avoir notre supplément de vitamine D. Si on ne prend pas de poisson gras ni de noix et graines, ben, un supplément d'oméga 3, ça ne ferait pas de tort. Donc, encore une fois, tout est une question d'individualisation. Donc, il faut vraiment personnaliser. Ben, le contexte, là où tu vis aussi, comme au Québec, on s'entend que du soleil, on n'en a pas tant rendu en hiver, fait que c'est pas une mauvaise idée pour la vitamine D. Supplémentation, ben, c'est... le poisson,
parce que la supplémentation, moi, j'en prends d'oméga 3 là, une fois de temps en temps, puis je me rends compte, ben c'est ça. Est-ce qu'on en a assez dans le poisson? Je ne sais pas, là, mais certainement qu'on n'a pas l'habitude, me semble, de manger tant que ça, le poisson. On dirait que c'est pas la bouffe de prédilection. À part les sushis, mettons, quand tu penses bouffe rapide, là, quand tu regardes, ben, c'est le poulet, puis c'est le bœuf. Si tu vois pas ça, ben, même le poisson. Fait qu'on dirait qu'on a comme pas l'habitude de mettre le poisson dans son assiette. Mm. Exact. Puis souvent, quand on met le poisson dans l'assiette, bien souvent, ça va être un saumon, admettons, un saumon d'élevage. Ouais. Puis là, bien, malheureusement, on rentre dans des petits détails, mais qui sont quand même très importants. Donc, ce sont des poissons souvent qui sont un petit peu plus contaminés, qui sont plus gras, mais qui ne contiennent pas nécessairement l'oméga 3 qu'on voudrait. Okay. Comme ils vivent dans des bassins, bien, il y a un petit peu plus d'antibiotiques, de médicaments. Donc, on retrouve dans la chair de notre poisson des choses qui, normalement, ne devraient pas se retrouver là. Okay. Donc, si on est capable d'aller vers un poisson du Pacifique, par exemple, un saumon sauvage, de la truite, ou même, puis là, il y en a qui vont grimacer, mais d'aller vers les petits poissons, un petit maquereau, les sardines, on est sûr que c'est au début de la chaîne alimentaire, pas trop de polluants, pas trop de mercure à l'intérieur. Ouais, okay. Puis sinon, la bonne nouvelle, c'est quand même quand on fait cuire notre poisson, admettons notre saumon, la cuisson vient réduire de 80 l'absorption du méthylmercure, entre autres, là, okay. un des contaminants qu'on veut mettre de côté. Puis sinon, bien, si on y va vers le sushi, bien, apparemment, pas apparemment, là, c'est basé sur la science, je dis apparemment. Ce que j'avance est scientifiquement prouvé, évidemment. Donc, de prendre du thé. Donc, le thé vert ou le thé noir, la théine a la propriété justement de diminuer l'absorption de ce métaux-là également. Donc, des petits trucs ici et là pour accompagner votre repas de poisson. Ah, ben j'aime ça. J'avais jamais entendu parler du thé pour le mercure. Puis, c'est un peu comme quand je parlais du sucre. Là. Ça aussi, j'arrive avec le poisson. Puis c'est comme, OK, je devrais-tu manger du poisson? Combien je devrais manger? À cause du mercure qu'on y retrouve, là, qui a été pas mal médiatisé. Là. On dirait qu'on ne sait plus. Là, fait que je trouve ça rassurant de dire, OK, ben c'est quoi? C'est une fois par semaine, mettons, une consommation qui est d'allure ou c'est plus que ça? Moi, j'avais entendu une fois par semaine. Ben, idéalement, 2 ou 3 fois par semaine, admettons. Je suis pas là pour Faut que je revise ce que je fais. OK, ouais. Une à 2 fois. Ouais, une à 2 fois semaine. Puis sinon, bien, si on est végétalien, par exemple, ou si on n'aime pas le poisson, qu'on est allergique, on peut y aller avec les sources végétales d'oméga 3. Mais il faut quand même s'assurer, il faut quand même être conscient que ces sources-là s'absorbent moins bien que dans le poisson. Donc, graines de chia, de caméline, graines de lin, les huiles, huile de canola, huile de caméline, huile de lin. La noix de Grenoble aussi contient de l'oméga 3. Donc, si on a une ou deux de ces sources-là par jour, là, on est quand même sur le bon chemin. Il faut qu'on parle du Squatty Potty. Moi, j'ai parlé de ça du monde. J'ai découvert ça il y a 10 ans. J'ai eu des problèmes de santé, puis j'ai eu besoin, on m'introduit à ça. Et quand j'ai vu que tu parlais de ça, je dis ben, il faut que je parle avec Andréane, c'est sûr. Parce que c'est drôle, parce que nécessairement, par ton métier, tu es obligé de parler là, quand on va à la salle de bain, puis on fait un numéro 2, tout ça, puis c'est très indicatif de ce qui se passe dans ton estomac. Là. Absolument. Puis, as-tu déjà vu la pub de Squatty Potty? Non, jamais. Okay. Va voir ça quand on va finir l'entrevue. Si je pouvais, je te la montrerais là. C'est hilarant. Puis allez voir ça, je vous le dis, là, c'est vraiment drôle. Mais c'est drôle, c'est abordé avec humour, parce que je pense que c'est une bonne façon d'aborder le sujet de nos selles. Puis c'est vraiment drôle, puis ça explique exactement ce que ça fait. Là. Mais peut-être tu pourrais nous l'expliquer par contre, pourquoi est-ce que c'est bénéfice d'avoir ça dans notre salle de bain. Oui, bien en fait, le Squatty Potty, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit banc qu'on met juste en avant de la toilette pour rehausser. Dans le fond, on met nos pieds là-dessus. C'est pour rehausser les jambes, là, parce que ça nous permet d'avoir une position beaucoup plus physiologiquement adéquate pour faire caca. On va se dire les vrais mots, finalement. Oh, ouais. Parce que quand on est assis, comme quand on est assis sur une chaise, là, ça bloque littéralement la sortie des selles. Donc, automatiquement, plus à risque d'hémorroïdes, plus à risque de constipation. Tandis que si on lève nos jambes comme ça puis qu'on se penche un petit peu par en avant, automatiquement, ça laisse libre cours, finalement, au contenu pour se rendre à la sortie et pour se rendre jusque dans la cuvette. Donc, le Squatty Potty, pour toute personne qui souffre de constipation, j'ai l'impression de faire la pub, pour toute personne qui souffre de constipation, c'est excellent, mais ne serait-ce que pour avoir la position physiologique. Si vous ne voulez pas vous acheter un petit banc, là, vous relevez les pieds, vous penchez un petit peu par en avant et voilà, le tour est joué. Puis, c'est fou parce que dans le monde, quand on regarde les différentes toilettes, il y a vraiment des populations qui tiennent compte de cette position physiologique-là, puis qui vont s'assurer que la cuvette
que notre position sur la cuvette, finalement, corresponde à cette position-là. Ouais. Puis dans ces pays-là, ben, il y a beaucoup moins de problèmes digestifs. Donc, c'est quand même assez particulier. Ben oui, c'est très particulier. Puis je me sais pas si en lisant là-dessus, c'est la personne qui m'a introduit dans une formation que j'avais suivie. Il disait que le fameux nom, le trône, ça vient de la haute hiérarchie européenne, que les autres, ils voulaient avoir quelque chose de plus, je sais pas moi, de plus cute pour aller aux toilettes, finalement. Fait que de là venait la toilette qu'on connaît, nous autres, aujourd'hui. Puis dans le fond, cette toilette-là est comme pas appropriée pour évacuer, pour aller à la salle de bain. Puis là, bon, c'est ça. Fait que le Squatty Potty permet d'avoir cette position-là. Mais la personne une autre personne qui m'en avait parlé, elle montrait même à ses enfants à avoir les pieds sur le bol de toilette quand elle allait aux toilettes plutôt que les pieds comme qui pendent pour avoir la position. C'est assez spécial, mais dans le fond, ça se fait là aussi comme ça. Là. Absolument. Ouais. Il y a plein de choses. Il y a ça, là, mais il y a tellement... Le sujet en soi des intestins et de ce qui en sort est tellement extraordinaire. On peut l'exploiter de toutes sortes de façons possibles et inimaginables, mais à la base, il y a toute une science derrière ce monde-là qui grouille. Là. Puis je me rappelle pas c'est quel Louis XV ou Louis XVI, là, mais cette personne-là, dans ses écrits, notait l'apparence de ses selles à tous les matins. Puis c'était gage, dans le fond, pour lui, ça représentait est-ce qu'il est en santé ou pas. Ouais, donc, tu sais, moi, je me dis, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait une trentaine d'années que les chercheurs focusent vraiment là-dessus. Puis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, il y a des centaines d'articles qui sortent à tous les jours sur la science du microbiote intestinal, donc on n'a pas fini d'en parler. Fait que le Squatty Potty, vraiment, là, je suggère à tout le monde d'aller regarder ça. Vous n'êtes pas obligé de forcer pour aller aux toilettes, je vous le dis. On ne devrait pas, au contraire. Non, c'est ça. Quand on apprend là-dessus, là, c'est ça que tu réalises. Puis que le Squatty Potty, c'est ce que j'ai découvert. Une chose qu'on n'a pas abordée, puis c'est un des derniers sujets qu'on pourrait aborder, si tu veux bien, c'est les fameux produits laitiers. Parce que les produits laitiers, ça aussi, je trouve que ça a été beaucoup... c'est débattu à droite par à gauche, qu'on devrait en consommer, on ne devrait pas. Il y en a qui disent, écoute, tu as déjà vu un animal aller boire du lait de vache, toi? Non, ça n'existe pas. Puis là, c'est comme un peu l'argument. Donc, c'est ça. Puis ça non plus, je ne sais pas trop où me situer là-dedans. Puis je suis sûr que bien les gens qui nous écoutent qui ne savent pas. Donc, produits laitiers, est-ce qu'on devrait consommer? C'est encore une question de moins en consommer, d'y aller, de voir la quantité qu'on va consommer. Donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus? En fait, le point de vue, moi, je vous réfère... C'est drôle parce que là, j'en entends déjà dire à un nutritionniste, c'est sûr qu'elle va nous dire d'en consommer. On dirait qu'on a cette aura-là. Ah oui? Okay? Alors là, essayez d'enlever ce chapeau-là ou ce blocage-là déjà. Puis écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est important. La meilleure diète dans tout le monde actuel, là, dans tout le monde scientifique actuel, c'est la diète méditerranéenne. Okay. C'est elle qui est supportée par le plus de littérature, et ça depuis des années. Puis quand on regarde la diète méditerranéenne, elle contient un peu de produits laitiers. Elle contient du yogourt, puis elle contient du fromage. Donc, il n'y a pas de lait, je ne sais pas, je ne connais pas nécessairement la raison, mais le yogourt et le fromage, c'est aussi deux aliments qui sont fermentés. Donc là, on vient dans le monde un petit peu du microbiote intestinal, justement. Ouais. Puis, ce n'est pas nécessairement une consommation qui est quotidienne, mais ça fait partie, dans le fond, des différentes protéines que vous pouvez intégrer dans la journée, puis des différents aliments fermentés que vous pouvez intégrer. Donc, j'irais de l'avant avec une recommandation comme celle-là, considérant que c'est la diète qui est associée à l'état de santé général et qui a toutes ces années de science derrière elle pour vraiment la backer. Maintenant, rendu là, bien, libre à nous de faire des meilleurs choix. Donc, dans le yogourt, si vous allez pour un yogourt qui a 15 grammes de sucre par petit contenant, bien, c'est comme si à chaque fois que vous engloutissez un petit contenant, vous engloutissez une cuillère à soupe de sucre blanc. Ouais. Ben... Rendu là, je vous dirais évitez donc le yogourt. Ouais. Parce qu'au final, vous retirez beaucoup plus d'effets néfastes finalement que d'impacts positifs. Donc, un yogourt grec protéiné, nature, un fromage, différents types de fromages en fait. On fait juste attention parfois à la quantité de matière grasse. Là. Les fromages à 42 % de matière grasse, c'est peut-être pas ceux qu'on va consommer au quotidien. Mais ça demeure un produit animal. Donc, c'est sûr que ça peut créer, si on en consomme trop, encore une fois, une augmentation des marqueurs inflammatoires, tout comme les autres produits animaux vont créer au sein du microbiote. Mais encore là, je ne suis pas en train de vous dire tassez tout ça et devenez végétalien à 100 %. La meilleure option, c'est toujours la variété. Plus vous mangez varié,
plus vous êtes capable d'atteindre les résultats souhaités en matière de santé globale. Donc, le yogourt grec, le fromage peut faire partie de cette variété-là. Puis en plus, bien, c'est une belle source de calcium parce que même si les produits laitiers ont été ont été changés de groupe, là, je vous dirais, dans le nouveau guide alimentaire canadien, c'est-à-dire sont rendus avec les protéines, vos besoins en calcium, eux, ils n'ont pas changé. Donc, vos besoins en calcium sont encore d'environ 1100-1300 mg de calcium par jour. Donc, si vous ne consommez plus de produits laitiers, mais votre calcium, il faut aller le chercher ailleurs. Il faut aller le chercher dans des produits, des substituts, par exemple, qui sont enrichis, dans les graines de sésame, dans les légumes verts. Je ne suis pas sûre que vous tous qui êtes à l'écoute, mangez vraiment 2 portions de légumes verts par jour pour aller chercher tout votre calcium. Donc, c'est là où ça devient quand même un aliment intéressant, notamment pour le calcium qu'il contient. Mais il y a où le problème avec le lactose dans ce cas-là? C'est quoi? C'est les gens qui souffrent de problèmes de lactose, c'est quoi qui se passe? C'est le sucre dans le lait, en fait, qui est moins bien digéré. Donc, par l'évolution des choses, il y a certaines personnes qui n'ont plus nécessairement l'enzyme pour tolérer le lactose. Puis, dans le yogourt grec, il n'y en a presque pas. Là. Dans le fromage, il n'y en a pas non plus. Ça va être vraiment le lait à ce moment-là qui va être problématique. Puis, on a certaines personnes qui vont plus avoir des intolérances ou des allergies à la caséine. Ça, c'est la protéine du produit laitier. Puis, souvent, on va voir ça dans des contextes de perméabilité intestinale. Donc, le problème, est-ce que c'est la caséine ou le problème, c'est la perméabilité intestinale? J'aurais plus tendance à me dire que c'est la perméabilité. Alors, est-ce que des gens chez qui on corrige cette perméabilité-là vont se mettre à mieux tolérer, par exemple, des petites consommations de produits laitiers? Ce serait mon hypothèse, mais je ne l'ai pas encore validée. À explorer. Andréane, je te remercie du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Si les gens veulent en apprendre davantage, veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? andréanemartin.com. Autrement, je suis très active sur les réseaux sociaux. Alors, Facebook pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite simplement avoir un petit peu plus d'informations au sujet de mon expertise, mais aussi sur la nutrition en général, tout plein de recettes. Puis, pour les gens d'affaires qui vous suivent sur LinkedIn, je suis très active également. Donc, voilà. Super. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.